Quand on fait un morceau, on se dit pas « Ah ben on va faire un morceau avec du synthé et on va mettre du dub dedans ». Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Bienvenue dans Melody Makers. Aujourd'hui, on plonge dans un dub qui aime la froideur des machines modernes autant que la chaleur des basses jamaïcaines. Froidub, c'est un duo formé par François Marché et Stéphane Baudin, cofondateurs du label De l'Audio. Amis depuis le lycée, ils n'ont jamais cessé de faire de la musique ensemble. Leur signature, des rhythms au ralenti, basses profondes, delays hypnotiques et synthés analogiques. Le tout se balade entre cold wave post-punk et sound system. L'approche se veut aérienne et minimaliste, avec un goût pour les rythmes down-tempo et les textures granuleuses. Une identité qui place Froidub à part dans la scène dub française. Ils ont sculpté une esthétique minimale, précise, presque cinématographique. Ça tombe bien, ils font aussi de la musique de film. Ils se produiront le 6 octobre prochain en concert à la Boule Noire à Paris et au Transmusical de Rennes en décembre. Réservez vos places le plus vite possible. C'est un de mes coups de cœur cette année. Branchez le casque, montez le son, on les écoute. Salut Froidub, à quel moment vous avez commencé à faire de la musique ensemble ? Comme tous les jeunes de lycée, quoi. On répétait le mercredi dans la chambre de Stéphane. En fait, c'était basse, guitare, batterie, et puis un orgue. C'était quoi l'orgue ? Je sais plus. On a vu une copie de Farfisa tout pourri. Ouais. Et donc, en fait, on faisait soit des reprises hyper simples, parce qu'en fait, on est autodidacte. On n'a jamais pris de cours de musique, et il fallait bien commencer par quelque chose. Donc, on était très mauvais, mais en même temps, on s'amusait, et puis on expérimentait des choses, quoi. Donc, en fait, on sait pas lire une partition du tout, quoi. On fait vraiment tout à l'oreille, même maintenant, quoi. Même si c'était il y a plus de 30 ans, là, maintenant c'est devenu un truc, pas qu'on a l'oreille absolue, mais en tout cas, on a réussi à se former une oreille qui analyse et qui comprend la musique sans passer par la case apprentissage. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Oui, à l'époque, c'était un peu, tout était de briques et de broc et nos oreilles aussi. Même si c'était complètement faux, on trouvait ça juste, quoi. Et ça super. Voilà. Tant que ça faisait du bruit et que ça emmerdait les voisins, c'était super. Ouais. Et les répètes, c'était un peu l'occasion de boire des bières aussi. Donc, Et vous écoutiez quoi à l'époque ? Je sais pas, peut-être New Order, B-52s. Ouais, un peu de punk français, un peu con mais bien vénère. Quelques trucs de hip-hop old school déjà aussi, il y avait un peu. Oui. Un peu de Run DMC, un peu de Ultramagnetic MCs. On s'est rencontrés, c'était en 87, donc voilà. Ouais, il y avait le Velvet Underground aussi, on écoutait pas mal, on aimait beaucoup. Stooges, Kraftwerk, les premiers trucs électro. Ouais. Les trucs aussi un peu post-punk, synthé, no wave, un petit peu déjà aussi. Il y avait Esplendor Geometrico, on écoutait souvent ce morceau-là. Moscow et Stylado. Et un peu de Delight aussi dans mon souvenir. C'était un petit peu plus tard, Delight. Ouais. C'était fin 90. 89. Fin 89, ouais. C'est ça. Quelques années après. Ouais. Mais le tout début, c'était vraiment 86, 87, c'était tout ça, quoi. Et un peu de musique électronique quand même. Ouais. Alors après, là, pour les influences électroniques, c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus sur la scène électro new-yorkaise, Afrika Bambaataa, tout ça. Et surtout cet amour pour la 808 qu'on a développé très tôt. Ensuite, c'est devenu... après, on était très fans de New Order aussi, quoi, qui mélangeait vraiment tout ça, quoi. Donc, on était moitié-moitié. Et puis on a toujours été à la lisière de la musique électronique et du rock, quoi. Et le dub, c'est arrivé comment ? Le dub, c'est arrivé... moi, j'ai commencé à en écouter, je sais pas, je devais avoir 20 ans, quoi, avec les premiers... quand je me suis mis à écouter aussi de la jungle, c'était début 90, donc les premiers non, mais des Scientists, King Tubby c'est venu un peu après, mais après, pour moi, personnellement,
c'est pas un truc qui est au-dessus du lot, quoi. C'est un truc qui fait partie de tout ce mélange qui arrivait comme ça, quoi. Bah, ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi... Je pense qu'on écoutait des trucs qui étaient influencés dub avant même de savoir complètement ce qu'était le dub. Genre le post-punk, les trucs Peel, tout ça, c'est... On écoutait ça sans analyser l'influence dub dedans. Ouais. Même Bauhaus, c'est après que j'ai compris les lignes de base de Bauhaus, c'est carrément des lignes de dub. Alors que quand on l'écoutait à l'époque au lycée, on l'analysait pas ça. Mais c'était déjà des trucs on savait que c'était ce qu'on trouvait bien dedans, cette espèce de balance entre les guitares criardes et new wave et ces lignes de basse hyper rondes et chaloupées, mais qu'on n'analysait pas comme des lignes de basse de dub. Mais ça a toujours été là un petit peu. Quoi. Le dub, c'est arrivé par le post-punk et par la jungle, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et comment qualifieriez-vous votre musique aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui ? Post-dub. Ouais, crossover de toutes ces influences dont on parle, mais avec notre sauce à nous de faire les choses, quoi. C'est-à-dire que c'est pas radicalement dub classique, et voilà, c'est une influence qu'on distille dans des trucs, qui peuvent être synthwave, tout ça, quoi. En fait, on essaie de partir d'une base, d'un élément dub, puis après on essaye de le tirer le plus loin possible et voir jusqu'où ça tient. Alors que la logique voudrait plutôt de faire des choses et puis mettre des petits éléments de dub, mais nous on essaye de retourner le truc. C'est un peu la recette qu'on a, quoi. Alors avant la création de votre duo Froidub, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, un label de l'audio dont vous êtes les cofondateurs. Comment s'est fait le glissement du rôle de dénicheur de son pour votre label à celui de créateur avec ce projet Froidub, justement ? En fait, on était producteur avant de faire le label, quoi. Ouais, et le label est né d'une de ces idées encore un peu qui naît un jour où on repensait, il y a une dizaine d'années, à un groupe de post-punk des Deux-Sèvres qui s'appelait La Confirmation. Et que tu les as vus en concert, toi, ou pas ? Non. Et moi, à l'époque, non. Mais par contre, c'était un peu culte dans la région là où on était. Et on se demandait s'ils avaient enregistré des choses et s'il y avait des traces. Donc on a retrouvé les gars. On leur a demandé est-ce que vous avez enregistré des choses à l'époque ? Et ils nous ont dit mais on a plein de cassettes, mais alors là... démerdez-vous, on veut bien vous les filer. On vous les file et puis vous faites ce que vous voulez avec si ça vous plaît. Et on l'a écouté et c'était d'enfer. Et on s'est dit, c'est quand même con que ça reste dans un tiroir. C'est quand même con de faire juste une émission de radio. Donc faisons un vinyle. Et c'est comme ça que qu'on a fait le label. C'était pour faire exister ce projet-là. Et ça a été la référence numéro 1. Et hyper vite, quand on l'a eu dans les mains, qu'il a été distribué, qu'on a eu des retours de gens qui nous ont dit « Ah, c'est super, putain, je savais pas qu'il existait ce groupe, tout ça. » Bah nous, on a plein de trucs dans tous les coins. On s'est dit « Ah bah, faut qu'on continue, on va refaire d'autres trucs. » Des trucs qui sont jamais sortis, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas un label de réédition, en fait. Quand on a fait le premier, on s'est dit, c'est super d'avoir un truc. On sait qu'il y a 300 vinyles qui existent. Ils sont dans quelque part sur la planète. Quoi qu'il arrive, c'est sauvé. Cette musique-là, elle finira bien par exister dans le temps, quoi. Et puis après, Froidub est arrivé. Et quand il y a eu cette série de morceaux qui sont devenus le premier disque, on s'est dit, autant profiter du label qui est là, qui est en place. On avait un deal de distrib pour les vinyles, on avait des contacts pour la fabrication. Plutôt que d'essayer de convaincre des gens que c'est bien, parce que nous on avait l'impression que c'était bien, on a dit allez hop, on en fait une 300, on les sort sur le label et puis on verra ce qui se passe. Alors comment a démarré le projet de ce premier album ? En fait, le projet, à la base... C'était des morceaux que j'avais bricolés, moi, pendant le confinement, pour tester des délais, etc. Et en fait, moi, je voulais sortir ça à 30 exemplaires en cassette. Je les ai fait écouter à Stéphane, et il me dit « Non, t'es fou, faut les sortir sur le label. On va en faire 300, et on va voir ce que ça donne, en fait. » Voilà. Il fallait trouver un cadre. Je lui ai dit faut pas que ça reste sur une cassette un peu floue. Donc je lui ai dit on réfléchit une semaine, on trouve un cadre, un nom, on définit une esthétique et tout, on fait un disque, hop, et puis hop, on fait exister ça. Voilà. Et comme les 300 exemplaires se sont vendus très rapidement,
on a réédité le premier à 1300, je crois. On est à 1500 Là, maintenant. on a dû faire 1500 du premier. Et donc après, il faut en faire un deuxième. Enfin, c'est genre avoir l'envie. On se dit, c'est hyper excitant. Et donc voilà, comment c'est né, quoi. Après, on a continué. Et comme le studio où on est là est chez moi, c'est beaucoup plus facile de faire la musique. On gêne personne. Tu vois, c'est pas dans une pièce, dans un appart où il faut que tu branches des trucs spécialement pour. En fait, tout est à disposition. Donc, en fait, tu fais ça un peu quand tu veux, quoi, quand tu as du temps. Et tu vois, il n'y a pas des horaires de travail très précis. Donc tu as plus de liberté sur le temps. Et en fait, tu n'as pas de contraintes trop artistiques non plus. Si ce n'est le cadre Froidub, qui est quand même un peu borné, mais qui peut être aussi un peu explosé à droite à gauche. Donc voilà, le fait de pas avoir de deadline, de trucs comme ça, fait que on produit, et puis tout ce qu'on produit, il faut que ça sorte, quoi. Donc ce nom, Froidub, c'est la rencontre de la Jamaïque avec les machines électroniques qui sont ici dans votre studio, quoi. C'est ça l'idée. Oui, c'était... en fait, cette période, entre le moment où on s'est dit, il y a cette série de titres qui est bien, faisons-la exister, et le moment où on s'est dit, on le fait, il a fallu trouver un nom. Donc, on s'est dit, faut pas essayer d'inventer un espèce d'univers, un truc. La musique, elle est bien, elle parle pour elle-même, autant faire simple. Froidub, ça raconte tout ce que ça a raconté. Il y a des synthés, c'est 2B gavé de délai, on est français. C'est bim. Moi, je me suis dit, autant faire simple. C'est vu que derrière, voilà, on vend aux gens ce qu'il y a dedans, et puis normalement, ils s'y retrouvent. Et c'est vrai que la balance chaud-froid, elle n'est pas uniquement sur les équilibres de son, c'est un peu aussi sur des trucs un peu de geek qu'on a nous. Ça peut être les espèces d'équilibres un peu analogue, digital, parce qu'on a notre studio, il est un peu hybride entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a on est un peu geek sur les délais, ce genre de trucs. Et on va geeker sur un délai qui est digital parce que on va pas pouvoir le faire saturer parce que ça va pas être joli. Mais à côté, on va sur un autre instrument mettre un autre où tu peux rentrer comme un cochon et le faire saturer. Et c'est ça qui va être joli. Et c'est un peu aussi ces histoires-là que ça raconte Froidub. C'est cette espèce de chemin de production qu'on fait quand on est en studio où il se passe des choses qui n'intéressent que nous, que personne d'autre comprend. Et qui, par contre, à la fin, la somme de ces petits trucs fait que je crois que le son qu'on a au finish ressemble à pas. C'est un peu entre deux, entre puissant et mou, entre dynamique et évanescent, une espèce de truc comme ça. Et puis entre vieux et nouveau, il y a une espèce de truc. Mais c'est même pas un truc qu'on recherche, en fait. C'est que quand on bosse, on va pousser des trucs pour nous-mêmes. En se disant, testons ça peut être super. Genre un synthé vraiment typiquement digital, un DX, un machin. Et la session, elle est finie, il est couché. Et puis au moment où on pourrait se dire, c'est bon, ça s'arrête, on se dit, mais si on le repassait dans un vieil EQ Uray vraiment dégueulasse, pour voir un petit peu si ça fait revivre l'ensemble vers autre chose. Donc ça, c'est des trucs, mais nous, on s'éclate à faire ça. Mais par contre, c'est vrai que je pense que ça parle à personne. Et quelqu'un passerait une après-midi avec nous, il se dirait, mais ils sont complètement tarés. Enfin. Alors, et quel est le point de départ de vos compositions ? Souvent, c'est une ébauche de beats et une recherche de rythme de basse. Deux trucs qui tournent en même temps. Ça, deux trucs qui se mettent à tourner. Et une fois que ça tourne, on les enregistre et ensuite on voit vers où on veut l'emmener, quoi. Ce qui n'empêche pas que parfois les deux trucs du début disparaissent. Oui, c'est ça. En fait, dans le processus, quoi. On s'autorise tout, quoi. Il y a pas de. Si on sent que le premier truc sur lequel on est parti tient plus trop la route, on l'enlève et on remplace par quelque chose d'autre. Mais généralement, ça part, comme la plupart des gens en musique électronique, je pense aussi, part d'un beat basse, quoi. Et puis il y a les délais qui arrivent très très vite parce que les délais, ils amènent souvent un swing. Par exemple, un riff de basse ou une ligne de basse peut être pas terrible. Il suffit de mettre le bon délai dessus qui va pomper au bon moment et d'un coup, ça décolle. Donc les délais sont très très vite. Il y a du délai tout le temps.
assez vite à un moment quelque part. Et la TR-808, cette boîte à rythme mythique. Ah, ça, il y en a. Oui. Bah, il est génial cet instrument. On pourrait faire une émission dessus. Hein. Nous, on est fans hardcore de cet instrument. Justement, qui s'occupe de la programmation ? Sur les rythmes, ça dépend. Ouais, il n'y a pas de... Les mélodies, c'est vraiment lui. Moi, je suis nul en mélodie, ça m'intéresse pas. Mais les rythmes, tout ce qui est rythmique, c'est un peu... C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, ça se fait comme ça se fait, ça. Il n'y a pas un beatmaker et un... Non. Est-ce que vous pouvez me dire un mot de votre setup là que je vois autour de nous dans le studio ? Bah, c'est 808... MS-10. Alors 808 pour le son, mais aussi souvent qui Le cloque séquençage. et qui séquence des choses. Voilà. Parce que on parle souvent du son de la 808, mais elle a une cloque qui est vraiment super aussi. Elle a le swing de la 808, il est vraiment hyper bien, il est génial. Donc c'est vrai que de toute façon, elle est tout le temps là quelque part à un moment, soit dans le clock, soit dans le son, tout ça. Et le MS-10 c'est aussi très important, le Korg MS-10. Ouais. MS-10, beaucoup. Pas que pour les lignes de basse, hein, aussi pour pour des sons un peu d'ambiance ou des riffs ouais. de synthé. Tu peux vraiment tout faire avec ça. C'est un couteau suisse formidable. Et puis les délais, alors là la batterie de délai, on est vraiment gourmand là-dessus. Voilà. Après il y a des synthés, il y a on est assez fan de compresseurs quoi. aussi, on aime bien pouvoir aller serrer beaucoup les choses parfois. C'est ce qui amène aussi une dimension minimale dans le dub que vous produisez. Oui, mais elle existait, hein. Tiki Man l'a déjà fait. Je pense... Nous, le seul petit truc peut-être qu'on fait, c'est on y met un truc un peu perso européen, qui était peut-être même français, peut-être, je sais pas, je ne l'analyse pas autant que ça, qui était peut-être pas là avant. Et puis on a peut-être aussi un background un petit peu rock'n'roll et pop qui vient un petit peu infuser l'ensemble aussi par moment sur des variations de mélodies ou choses comme ça, que quelqu'un qui a une vraie culture dub et électro pure, peut-être il amènerait pas dans un truc comme ça. Pour revenir sur votre premier album, An Iceberg Cruising the Jamaican Coastline, ce disque a été qualifié par la critique d'album culte quand même. C'est pas rien. Ouais, c'est un peu dur d'avoir du recul là-dessus, quoi. Mais alors quand il est sorti, on a assez vite senti qu'il y avait une envie et un retour de gens. On a reçu des mails hyper vite, de gens que nous on connaissait pas, mais dont on connaissait, des gens dont on était fans, qui nous ont écrit hyper vite. Des mecs dont on avait des disques, nous, depuis dans notre discothèque. Et c'est passé, en fait, c'est passé en radio, tu vois, avec la multiplication des radios web, tout ça. Ça a été assez largement diffusé. Donc, en fait, ça a suscité un intérêt aussi pour des curateurs, des DJ. Je pense qu'il était là au bon moment. Il avait Ouais. le bon son pour le moment. Le bon moment, je pense. Et c'est pas vraiment... C'est pas de la club musique non plus, tu vois, donc c'est vraiment arrivé par le prisme de la radio web et tout ça. Et donc très vite, après, nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on défende la chose en live, quoi. On écoute un extrait d'un des excellents titres de cet album qui s'appelle Frozen Chips Sandwich. Précisons que ce disque est sorti à 300 exemplaires seulement. Ouais. Et on aurait pu en vendre 40, hein, ça c'est déjà vu. Donc c'est vrai que quand au bout de 2 semaines, le distributeur de préco, 2 semaines de préco, le distributeur m'a appelé, il m'a dit ouais, vous en avez fait combien? Je lui ai dit 300, il me fait un peu court. Je dis ah bah ouais, bah non, là c'est au pressage, maintenant c'est trop tard. Il me dit en 2 semaines, il me dit je suis sold out en préco, j'ai plus rien. Je lui ai dit ah bah ok, bon bah faut mieux ça que le contraire. Hein, donc Tu sais jamais, en fait, si t'en fabriques trop et que t'en vends pas assez, c'est toujours... Mais pour nous c'était vachement...
c'est toujours réconfortant quand tu fais un truc, t'as l'impression que c'est bien, et quand t'as du retour, bah c'est quand même, tu te dis ah bah c'est bien, mes oreilles m'ont pas trahi, mes oreilles m'ont dit et trouvé que c'était bien. Donc quand derrière t'as des gens qui le trouvent bien aussi, tu te dis bon ça va, mes oreilles marchent encore. Alors derrière ce premier album, il va y en avoir plusieurs. Le deuxième, Dubs and Beats, en 2023, qui est une version du premier, plus club, c'est ça? Bah oui, parce qu'en fait, un truc intrinsèque au dub, c'est que la musique elle est jamais finie. Ça, tu peux toujours faire évoluer un titre, puisque tu repars des mêmes pistes. Et donc l'idée, on s'est dit plutôt que de partir sur un deuxième disque, de repartir sur des nouveaux beats, des nouvelles basses et tout. Allez, on reprend les mêmes titres et on voit si on arrive à sortir des versions diminuées, augmentées. Dubs and Beats. Dubs and Beats. Genre, alors il y en a où il s'est avéré que c'était mieux que ça aille plutôt sur les beats et que ça devient plus des trucs un peu comme des phases B de maxi pour DJ où t'as plus le beat et puis t'as dégagé toutes les voix et tout. Et puis au bout d'un moment, on a eu 6-7 titres qui tenaient un peu debout dans cette idée-là. 6-7 versions sur les premiers, puis hop, allez, on a fait fabriquer, pareil. Et puis chaque année, vous sortez un nouveau disque. Oui, bah après les autres, c'est un peu plus classique. Il y a Deep Blue Bass qui est l'album bleu, qui est un peu une série de titres un peu classiques. La nuance peut-être, c'est qu'on a mis un morceau où il n'y a pas de beat. The Conference. Oui. C'était un peu ça passe ou pas, et puis il tenait debout, il tournait bien, donc on n'avait pas fait ça avant. Alors on écoute juste un court extrait de ce morceau The Conference. Après, il y a eu Think Unity, qui a une très belle pochette. Je trouve qu'elle est vraiment belle. 2023 aussi. Pareil, 6 titres classiques. Vraiment... Un peu plus audiophile, enfin le son est moins. Ah ouais, c'est ça. Et un peu moins lo-fi. Un peu moins lo-fi, ouais. Et puis le dernier en date, là, qui est carrément hi-fi au niveau du son, qu'on a sorti sur le label Ramson Note. Sorti cette année, qui est Tears Make Her Chant, qu'on a écouté il n'y a pas très longtemps, qui est très 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 hi-fi quand même. Hein. On écoute On the Nose sur cet album. On a poussé le curseur de la propreté sur le son assez loin là pour nous. Oui. Donc le prochain sera crado, je pense, nous connaissant. Donc voilà. D'ailleurs, comment s'est passée la connexion avec ce label ? Bah, c'est eux qui nous ont contactés. En fait, ils nous ont demandé si on n'avait pas des titres en chantier. Et à cette époque-là, nous on bossait sur la musique d'un film là, de Photogénico. Je sais pas s'il y a des questions sur... Si, voilà. On va y venir. En fait, parallèlement à ça, on a bossé sur, pareil, 6 titres qu'on leur a envoyés assez rapidement. Je pense qu'on a mis 3 mois à les faire. Et ils ont dit, ok, cool, on les sort. Bon, alors, vu que c'est pas nous qui les sortons, qu'on passe par un label, ça prend un peu plus de temps en fait entre la fabrication des titres et la sortie. Il y a eu 1 an. Alors généralement c'est plutôt 6 mois quand c'est. Mais donc voilà, ils ont sorti, pareil. Je sais pas combien ils ont fait d'exemplaires, mais c'est sold out rapidement quoi. Donc c'est plutôt cool quoi. Ça nous conforte dans l'idée qu'on. Bah ouais. Ça nous conforte aussi sur l'idée qu'on a vraiment une connexion avec l'Angleterre, qui est quand même assez forte. Et la Belgique au début aussi. Au début c'était la Belgique, beaucoup, et puis là c'est de plus en plus l'Angleterre, et c'est vrai que chaque fois qu'on va en Angleterre, les gens viennent nous voir, et ça nous fait vraiment bizarre, parce que la bass culture, c'est vraiment un truc qui vient de là-bas, quoi. Enfin, Jamaïque, Angleterre, la ligne elle est là, quoi. Et nous on est un peu des Frenchies qui tripotons le truc dans notre coin, un peu, en faisant gaffe de pas trop... faire de conneries, parce que c'est quand même sacré. Et puis là, chaque fois qu'on y va, c'est genre, on a des retours de folie, quoi.
les gens nous disent, mais vraiment, les gens adorent ce qu'on fait, c'est vraiment agréable. Ils comprennent le crossover, quoi. Ouais, puis on parle le même langage, quoi. Ouais. Ils comprennent le crossover, ils comprennent d'où viennent les refs et tout, donc c'est super agréable. En 2024, vous avez bossé sur la bande originale de Photogénico, OVNI cinématographique. Comment avez-vous eu l'opportunité de faire la musique de ce film ? Photogénico, c'est Marcia et Benoît qui sont des amis de longue date, en fait, qui nous ont proposé de bosser sur la musique de leur film, quoi. Et donc, c'est l'histoire donc d'un groupe de filles. Pour faire rapide à Marseille, donc il a fallu qu'on fasse la musique du groupe des filles pour tourner, qui eux puissent tourner le film. Et après on a fait la musique du film. Voilà, on a fait donc ça a pris du temps. Ça s'est étalé sur 8 mois. Bon, on n'a pas bossé pendant 8 mois, mais il y a eu plusieurs périodes en fait sur 8 mois où on a bossé avec des allers-retours. C'était une chouette expérience, quoi. Après la BO c'est pas du froid dub classique, parce qu'on s'est quand même adapté à l'histoire et à ce qu'ils voulaient aussi en référence, quoi. Ouais, mais on avait toujours dans un coin de notre tête l'idée qu'il fallait que ça matche avec le film, mais que ça puisse, dans notre discographie, trouver une place, avoir des liens et que ça se tienne. Donc, et je crois que ça marche. Et est-ce que ça a déclenché en vous l'envie de faire d'autres BO ? Ah nous, on adore. Là, on va faire le prochain, donc de Marcia et Benoît, qui vont tourner, je pense, bientôt là. Ils nous ont demandé si on serait ok pour faire la BO, donc il y en a un nouveau et on va faire la BO. Il a fallu aussi développer le live pour vos dates de concert. Comment avez-vous transposé le son froid dub du studio vers la scène, pour la scène ? On nous a assez vite contactés pour savoir si on allait jouer. Mais on n'a même pas eu le temps de se poser la question, puisque on avait fait, nous, les 10 dans notre studio. Et donc, on a été contactés. Est-ce que vous jouez ? Donc, on en a parlé entre nous. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, oui, on joue en DJ, ce qu'on sait faire, puisqu'on le fait depuis longtemps et tout. Mais on s'est dit, peut-être tentons de réfléchir à un live, parce que si... se challenger un peu, quoi. Ouais, au moins, on jouera pas la musique des autres, on va jouer notre musique et voilà. Après, il y avait un truc un peu casse-tête, c'est qu'une musique créée en studio, comment tu fais pour la faire exister en live ? Il a fallu un petit peu de temps pour trouver la combine, la recette, aussi trouver quel matériel utiliser. Ouais. C'est-à-dire que pas s'encombrer avec des... On n'est que 2, quoi, donc on va pas partir avec 150 kilos de matériel. Ouais, puis savoir où donner de la tête, avoir des trucs partout. Il faut quand même concentrer, que ce soit pas trop chiant à transporter, que le son reste fat quand même. Ça a mis un peu de temps. Donc on a eu plusieurs pistes. Je me souviens, la première date en Belgique, on est parti avec 4 grosses valises. Maintenant, on n'en a plus que 2. Voilà, fallait pas qu'on parte dans l'idée de partir avec un ingé son. D'avoir tout séparé et compter sur un ingé son et tout ça. Non, en fait, c'est un peu technique, mais c'est... Le son, c'est nous qui le gérons et c'est quand même beaucoup plus facile. En fait, on peut jouer n'importe où, quoi. Ouais, on arrive, on se branche, on joue. Alors ça tombe bien parce que dans quelques jours vous faites la Boule Noire le 6 octobre en première partie de Golden Bug. Ouais. Oui, on fait une soirée avec Golden Bug qu'on a remixé en début d'année, qui nous avait demandé de remixer un morceau. Et qui fait une date à à Boule Noire, et qui nous a demandé si on voulait venir ouvrir la soirée. Donc, il n'y avait pas de raison de refuser. Le mec est cool, sa musique est cool. C'est ce que je disais. Ça marche aussi pour ça. Donc, voilà, on sera là. Et puis, on sera au Transmusical à Rennes à la fin de l'année, le 5 décembre. Ah ouais, super. Les Transmusicales de Rennes, un de mes festivals préférés. On y sera alors. Autrement, il y a des projets, sinon, albums, EP. Nous, on a une nouvelle série de titres qui est finie. Donc, va y avoir un nouvel album, mini-album, EP, je ne sais pas comment l'appeler. Mais début 2026, vers mars, on va essayer. Avril maximum, peut-être. On aimerait bien. Ça, c'est sûr. On a une tralée de remix là, qu'on a fait pour plein de gens et qui vont sortir un peu au compte-gouttes sur les mois à venir.
Le premier qui sort, je crois, c'est une artiste de Londres qui s'appelle Iko Cherry, qui sort sur le label Pingy Pong, un label allemand. C'est le 45 tours. Et puis on a 2-3 autres trucs qui arrivent de Stakabila. Et puis le live, on a des dates, un peu des trucs à droite à gauche. Là, on va jouer en Italie aussi. Ouais. Et puis après, le live, c'est... Il n'y a pas de grande tournée, mais il y a des dates vraiment cool. Voilà, qui sont comme ça, qui arrivent. Puis on joue tout le temps sur des plateaux d'enfer. Ouais, c'est ça qui est chouette, quoi. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois on joue, tous les groupes ou tous les DJ autour, tout le temps, c'est que de la qualité, quoi. C'est agréable. Merci Froidub pour cet entretien et bonne route. Merci à toi. Merci d'être passé nous voir. T'as même pas bu ton café, il va être froid. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.